Une porte se referme au palais de justice d'Auch, dans le Gers. À l'intérieur, un procès commence, mais à huis clos. Et quand la justice ferme les portes, ce n'est pas pour créer du mystère. C'est parce que ce qui va être raconté est trop intime, trop sensible, souvent lié à des victimes mineures au moment des faits. Dans cette affaire, le public ne pourra pas entendre les témoignages, il ne pourra pas suivre les débats, il ne pourra pas voir la vérité se construire, mot après mot, dans une salle d'audience. Pourtant, l'affaire est déjà connue, parce qu'un surnom a circulé, la Maison de l'Horreur, à Nogaro. Et quand un surnom pareil s'impose, ce n'est pas un effet de style. C'est le signe qu'on parle d'une histoire qui dépasse l'entendement ordinaire. Au centre du dossier, maquette. Autour, une famille très nombreuse, une organisation de vie décrite comme fermée et des accusations criminelles d'une gravité exceptionnelle. Dès le départ, une question se pose. Comment un système comme ça peut exister sans que tout éclate plus tôt? Avant d'aller plus loin, je pose une règle simple. Ce récit ne cherchera pas le choc. Aucun détail graphique, aucune reconstitution inventée, aucun dialogue fabriqué. Je vais rester sur ce qui est publiquement vérifiable. La chronologie judiciaire, le cadre du procès, la nature générale des accusations, le verdict et ce que ces éléments permettent de comprendre sur les mécanismes d'emprise. Quand un point n'est pas public avec certitude, je ne le complète pas, je le laisse de côté. L'affaire se déroule dans le Gers, autour de Nogaro. Un endroit calme, rural, discret. Le genre d'endroit où le silence n'est pas suspect. Il est normal. Et parfois, c'est exactement ça qui protège une situation grave. Parce que l'horreur n'a pas forcément une apparence spectaculaire. Elle peut se cacher derrière une routine, derrière des portes fermées, derrière l'idée confortable que ça ne nous regarde pas. Dans ce dossier, la justice ne traite pas un conflit familial. Elle traite des faits qualifiés pénalement avec des mots lourds, violence aggravée, viol et d'autres qualifications criminelles parmi les plus graves. Ce n'est pas une querelle, ce n'est pas une éducation dure, ce n'est pas un foyer compliqué. Un autre mot est central, l'emprise. L'emprise, ce n'est pas une ambiance, ni un sentiment vague. C'est une domination durable qui réorganise la vie d'une personne jusqu'à rendre la contestation dangereuse et la sortie presque impossible. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'ampleur. On parle d'un foyer avec un très grand nombre d'enfants et de plusieurs compagnes. On parle donc d'un système, pas d'un événement isolé. Et dans un système, la violence ne fonctionne pas seulement par des explosions, elle fonctionne par organisation, règles, interdits, punitions, peur, silence. Quand la peur devient quotidienne, elle n'a même plus besoin de faire du bruit. C'est pour ça que la première question du public est souvent une fausse piste. Pourquoi n'ont-ils pas fui? Parce que, dans l'emprise, fuir n'est pas une porte ouverte, c'est un mur. L'emprise rend la sortie coûteuse. Coûteuse psychologiquement, coûteuse matériellement, et parfois perçue comme dangereuse. Elle peut aussi s'appuyer sur la honte, sur la culpabilité, sur la peur de ne pas être crue. Elle fonctionne souvent avec 3 leviers. D'abord, l'isolement. On réduit les contacts, on limite les sorties, on raréfie les liens extérieurs. Ensuite, la peur. Pas la peur cinéma, mais la peur constante, celle qui gouverne le moindre geste. Et enfin, la normalisation. Quand l'inacceptable dure, il devient une routine. Et quand il devient routine, il cesse d'être vécu comme une alerte. Il devient une loi intérieure. Pour l'extérieur, une grande famille peut servir d'écran. Beaucoup d'enfants, beaucoup de mouvements, une organisation stricte, une vie discrète. Tout peut être interprété comme un choix. Et cette ambiguïté involontaire retarde parfois la prise de conscience. Mais dans les affaires criminelles, un moment arrive où l'équilibre se fissure. Parfois, une victime parle. Parfois, une personne réussit à sortir du cadre. Parfois, un signal devient impossible à ignorer.
Dans cette affaire, un jalon judiciaire majeur se situe en 2022. Maquette est mis en examen et placé en détention provisoire cette année-là. Cela signifie que la justice estime qu'il existe des indices graves ou concordants, justifiant une mise en cause pénale et une incarcération avant jugement. À partir de là, l'histoire change de nature. Elle devient une procédure instruite. Audition, recoupement, confrontation, expertise. Et surtout, une tâche difficile. Transformer des vécus d'emprise, souvent fragmentés et douloureux, en faits juridiquement établis. Parce que la justice ne juge pas une impression. Elle juge des faits et elle doit les prouver. Et quand les victimes sont nombreuses et que les faits s'étalent sur des périodes longues, l'enjeu devient immense. Établir sans extrapoler. On arrive ensuite à novembre 2025. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Gers, à Auch. Dès le départ, un point est crucial, le huis clos. Le huis clos veut dire que le public n'assiste pas au débat. Donc si quelqu'un prétend raconter ce qui s'est dit dans la salle, il invente forcément. Ici, on ne fera pas ça. Ce que l'on peut dire, c'est ce que produit un huis clos. Il protège les victimes, surtout quand des personnes ont été mineures au moment des faits. Il évite que des détails intimes ne deviennent un spectacle public. Mais il laisse le public avec un récit incomplet. On ne retient alors que des jalons officiels. Ouverture du procès, réquisition, verdict, peine, décision sur l'appel. Et l'essentiel humain reste, lui, derrière la porte. Dans ce dossier, 3 ex-compagnes sont poursuivies comme co-accusées lors du procès. C'est un nœud extrêmement sensible. Parce que, dans les systèmes d'emprise, des adultes peuvent sembler participants et vus de loin, tout en étant eux-mêmes sous domination. La justice doit trancher avec des critères pénaux, pas avec des intuitions. Qui a eu une marge de manœuvre réelle? Qui a agi volontairement? Qui a subi une contrainte psychologique massive et durable? Le temps du procès avance. Et le 18 novembre 2025, arrive le moment des réquisitions. L'accusation demande 30 ans de réclusion criminelle. Une réquisition n'est pas un verdict, mais c'est un signal. L'accusation considère que les faits discutés à l'audience justifient une peine très lourde. Et 30 ans, en matière criminelle, c'est une demande qui situe la gravité au plus haut. Le lendemain, 19 novembre 2025, la cour d'assises rend son verdict. Maquette est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Et les 3 ex-compagnes co-accusées sont acquittées. Ce double résultat est essentiel pour comprendre la structure du dossier. D'un côté, la condamnation lourde marque la gravité des faits retenus contre Maquette. De l'autre, l'acquittement des co-accusés signifie que la Cour n'a pas retenu leur responsabilité pénale telle qu'elle était poursuivie. Le verdict prévoit aussi une période de sûreté aux 2/3. Dit simplement, une part très importante de la peine doit être exécutée avant que certaines possibilités d'aménagement ne soient envisageables. C'est un verrou supplémentaire, réservé aux dossiers que la justice considère comme les plus graves. Après un verdict d'assises, la question suivante est toujours la même. Y aura-t-il appel? Dans cette affaire, il est indiqué qu'il n'y aura pas d'appel. Cela fige la condamnation. La décision devient définitive. Et c'est là que beaucoup se trompent de fin. La fin judiciaire n'est pas la fin humaine. Ce n'est même pas forcément le début de la paix. Un procès, même quand il condamne lourdement, ne répare pas tout. Il reconnaît, il tranche, il sanctionne. Mais il ne rend pas une enfance, il ne rend pas la sécurité intérieure, il ne rend pas la confiance dans le monde. Dans les systèmes d'emprise, le dommage le plus durable n'est pas seulement l'acte violent, c'est la transformation de la réalité. La victime finit par douter de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a le droit de dire. Et c'est pour ça que la libération de la parole n'est pas une scène héroïque. C'est souvent une rupture minuscule, un moment où l'on se dit que continuer comme avant est devenu impossible. Un moment où l'inconnu, malgré tout, semble moins dangereux que la certitude de souffrir. On pose souvent une question accusatrice.
comment personne n'a vu? La réponse est rarement simple, parce que l'emprise ne contrôle pas seulement les victimes, elle fabrique aussi du doute autour d'elle. Elle fabrique une zone grise. Elle laisse aux témoins extérieurs une échappatoire mentale. Je ne suis pas sûr, je ne veux pas me tromper, ce n'est pas mon rôle. Et pendant que tout le monde hésite, le système continue. C'est là qu'on touche une réalité difficile. Notre société attend parfois la preuve parfaite avant d'agir. Or, dans les violences intrafamiliales, la preuve parfaite arrive souvent après. Après des années, après des dégâts profonds, après une souffrance installée. Ce récit n'a pas vocation à transformer des auditeurs en enquêteurs. La bonne réponse, dans la vraie vie, n'est pas l'investigation amateur. La bonne réponse, c'est l'orientation. Services compétents, professionnels, associations spécialisées, dispositifs d'alerte. Parce que face à un système d'emprise, la priorité n'est pas de démontrer. La priorité, c'est de protéger. Et la protection, ça se construit avec des relais, pas avec des intuitions isolées. Revenons une dernière fois à la salle d'audience d'Auch, une salle fermée pour protéger. Une salle où des victimes ont dû mettre des mots sur des années. La justice, elle, a fait ce qu'elle est censée faire dans les dossiers les plus sombres. Écouter, vérifier, recouper, confronter, puis décider. Et le 19 novembre 2025, elle décide 30 ans. 30 ans, on peut l'entendre comme un nombre. Mais pour une victime, ce nombre peut aussi être une phrase. La phrase officielle qui dit « Ce que tu as vécu n'était pas normal, ce n'était pas dans ta tête, ce n'était pas acceptable ». Mais ensuite commence l'étape la plus longue, reconstruire, reprendre une vie sans le cadre imposé. Réapprendre à décider, à parler, à dormir, à ne plus anticiper la sanction. Et c'est peut-être ça, la dimension la plus dérangeante de cette affaire. Elle rappelle que l'horreur n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Elle peut tenir dans une maison, au milieu d'un village, sans bruit spectaculaire. Alors je termine avec la seule question utile, parce qu'elle regarde l'avenir. Quels sont les signaux qu'on apprend à minimiser? L'isolement, la disparition sociale, les proches qu'on n'arrive plus à joindre, les enfants qu'on ne voit jamais. Une peur inexplicable dans un regard. Pas pour condamner à l'aveugle, pas pour créer de la suspicion, mais pour ne pas détourner les yeux quand quelque chose, profondément, ne va pas. Parce que dans les systèmes d'emprise, le silence n'est pas neutre. Le silence, parfois, est le matériau même de la domination. Et toi, honnêtement, si tu avais été à côté, dans la même rue, dans la même ville, qu'est-ce qui t'aurait alerté? Et qu'est-ce qui t'aurait retenu?